Bonjour à tous, le Collège de Languedoc-Roussillon et le Collège de Lubes se sont associés sur cette action pour vous présenter le concours Ma thèse en 180 secondes. Et le but, c'est que les doctorants, appelés autrefois les thésards, puissent présenter en moins de 3 minutes, de façon vulgarisée auprès d'un large public, leurs travaux de thèse. Donc pour cela, ils ont suivi différentes formations qui leur ont permis d'affûter leur discours, de trouver le moyen de simplifier un projet de recherche qui peut être parfois complexe pour que l'ensemble du public adhère à leur discours. Et donc nous avons souhaité vous présenter cette action afin que vous élisiez parmi les 6 candidats que nous avons présélectionnés celui qui obtiendra le prix des lycéens. En effet, cette année, on a décidé de faire participer les lycéennes et les lycéens au choix finalement d'un lauréat, parce qu'on a pensé que c'était important de pouvoir faire connaître la recherche scientifique. Pour devenir chercheur, il faut passer souvent un diplôme de très haut niveau qui s'appelle le doctorat. Et pendant ce doctorat, les étudiants qui sont inscrits en doctorat, qu'on appelle les doctorants donc, peuvent participer à un concours pour vulgariser leur projet de recherche. Et c'est cela qu'on vous propose de visionner en à peine 3 minutes par doctorat, pour que vous choisissiez par classe votre préféré, votre chouchou. Et celui que vous aurez préféré, eh bien, on lui remettra un prix qui sera le premier prix des lycéens pour cette année. Et donc, nous vous souhaitons un agréable visionnage de l'ensemble de ces vidéos. Nous espérons que vous prendrez plaisir à les écouter et on souhaite également sensibiliser les lycéens à la possibilité de voir intervenir ces doctorants au sein des lycées pour qu'ils vous racontent un peu ce qu'ont été leurs parcours avant de débuter une thèse. Et donc, ça serait une belle occasion pour rencontrer le monde de la recherche scientifique d'une façon générale. On a évidemment envie, au travers de ce vote, que vous puissiez peut-être aussi avoir envie de rentrer dans l'enseignement supérieur, de poursuivre vos études et pourquoi pas un jour de devenir chercheur à votre tour. Donc, ce vote fait partie on va dire de cette action, mais bien évidemment, nous sommes là également pour essayer, avec vos professeurs, avec les proviseurs des lycées, d'essayer de voir comment on peut vous aider à mieux comprendre ce qu'est la recherche et peut-être vous expliquer comment ça fonctionne et peut-être susciter des vocations chez vous. Donc, on vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine fois dans d'autres circonstances. Bon visionnage. Et merci. Vous avez tous déjà entendu parler de Star Wars ou la guerre des étoiles. Cette saga a marqué l'esprit de plusieurs générations et on a tous rêvé, en tout cas moi, d'être un Jedi et de pouvoir contrôler la Force. Et si je vous disais qu'à défaut d'être un Jedi, on a tous une part de Jedi en nous? Plus précisément, on a de tout petits Jedi qui vivent à l'intérieur de notre corps et qui sont responsables, non pas de la sécurité de la galaxie, mais de la sécurité de notre organisme. Ce sont les cellules de notre système immunitaire. En effet, ces cellules sont chargées de reconnaître et d'éliminer toute menace qui serait dirigée contre nous, et l'une de ces menaces, si ce n'est la plus grande, eh bien c'est le cancer. Donc, quand ces Jedi reconnaissent le cancer, ni une ni deux, ils viennent dégainer leur sabre laser et ils éliminent la cellule pour que nous puissions rester en bonne santé. On dit dans ce cas-ci que ce sont des cellules immunitaires anti-cancéreuses. Mais le cancer est plus malin qu'on ne le pense. Il ne va pas se laisser faire. Il va contre-attaquer. Comment ? En faisant la même chose que Palpatine à Anakin, il va semer le doute dans l'esprit des Jedi. En effet, les cellules cancéreuses sont capables de produire des petites molécules qui vont venir influencer les Jedi et faire en sorte qu'ils passent du côté obscur de la Force. Autrefois nos protecteurs, ceux-ci maintenant protègent le cancer et on dit que ce sont des cellules immunitaires pro-cancéreuses. Le but de ma thèse est de venir étudier plus spécifiquement ces cellules immunitaires pro-cancéreuses afin de comprendre comment est-ce qu'elles aident le cancer à se développer. Pour cela, j'utilise différentes techniques que j'ai à ma disposition dans le laboratoire. Et la première, c'est la culture cellulaire. C'est très simple. Je viens isoler ces cellules, je les mets dans ma petite boîte et je les fais pousser, puis je viens les observer.
un peu comme si j'observais leur entraînement. Ensuite, j'utilise une machine dont le nom à lui seul rivalise avec les plus grands vaisseaux de Star Wars, un Hyperion. Ça claque, hein? Eh bien, cette machine ressemble un peu à un appareil photo à ultra haute définition qui va me permettre de venir photographier ces cellules dans notre corps et donc d'observer leur comportement en situation réelle, c'est-à-dire en cas de cancer. Grâce à tout ça, j'ai pu identifier les méthodes qu'utilisent ces cellules pour aider le cancer à se développer. D'abord, ils vont essayer de duper les Jedi, un peu comme s'ils leur disaient « Eh oh les gars, j'ai vérifié dans tout le corps, il n'y a plus une seule cellule cancéreuse, la guerre est finie. » Des fois, ça marche, et des fois, les Jedi sont quand même un peu plus suspicieux et se disent « Je vais aller voir par moi-même. » Dans ce cas-ci, les cellules pro-cancéreuses n'ont pas d'autre choix que d'engager le combat. Enfin, et peut-être le plus dangereux, je trouve, ces cellules sont à leur tour capables de faire basculer encore plus de Jedi du côté obscur. Il y a donc moins de cellules qui se battent pour nous et plus de cellules qui se battent pour le cancer. Sombre tableau, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas fini, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et cet espoir, c'est l'immunothérapie, ou la thérapie pour le système immunitaire. Parce que oui, maintenant que je connais ces cellules et que je sais comment elles aident le cancer à se développer, je peux agir. Et ce que j'espère faire maintenant, c'est développer de nouvelles méthodes et de nouveaux traitements qui nous permettraient d'enfin gagner notre guerre contre le cancer. Vous les avez entendus, vous aussi? Ils sont de retour. Les moustiques. Et avec les chaleurs de l'été, peut-être que parmi eux se trouve celui qui va nous piquer et nous transmettre le virus chikungunya. Et on voit tous ce que ça donne quand il y a une épidémie. Alors pour empêcher ça, je cherche un moyen de le supprimer. Mais mon labo n'est pas comme celui des autres chercheurs. Le mien, c'est le terrain de mon enquête secrète. Je suis en fait Sherlock Holmes à la recherche du virus chikungunya, alias Arsène Lupin. Et ce soir, vous serez mes Watson. Grâce à des puissantes machines, je peux voir à l'échelle de l'infiniment petit. C'est ainsi qu'après quelques réglages, j'ai pu photographier Lupin en flagrant délit, en train de se multiplier à l'intérieur de nos cellules. Laissez-moi vous planter le décor. Le cambrioleur Lupin dérobe subtilement les outils précieux de nos cellules parce qu'il en a besoin pour se multiplier. Mais ce n'est pas si facile pour lui, car il existe dans notre corps une police cellulaire qui guette les intrusions. Donc impossible pour lui de se multiplier sans se cacher. Alors, si vous étiez Lupin, quels moyens imagineriez-vous pour vous multiplier dans une cellule en catimini? Ah, bien vu Watson! Quoi de mieux que de se déguiser en mini-cellules pour se fondre dans le décor? C'est exactement le mode opératoire de Lupin, qui, comme à son habitude, vole subtilement les outils. Ce butin en poche, il fabrique une clé spéciale membrane cellulaire, la protéine NSP1, pour déformer la membrane de la cellule afin de former un petit sac presque fermé dans lequel il va se multiplier. À chaque fois, c'est foutu pour la cellule. Celle-ci se retrouve décorée de petites sphères dans lesquelles il va produire son matériel génétique. Lupin a laissé sa signature. À ce jour, personne n'a vu ni ne sait rien sur cette clé spéciale qui lui permet de se fondre dans la masse. Mais j'ai eu une idée. Pour le piéger la main dans le sac, j'infecte des cellules avec le virus. Et je surveille. Dès que Lupin sort sa clé, que personne ne bouge, je fige le tout à l'aide de produits chimiques. Et j'observe. Et je la vois bien, moi, la signature de Lupin. Ni une, ni deux, je joue les paparazzis. Je prends des photos à différents plans d'inclinaison. Une fois les photos triées et analysées, je peux reconstituer un modèle virtuel du petit sac formé par Lupin. J'identifie alors quel trésor il a dérobé. Et sur certains clichés, je reconnais la forme d'une clé. Élémentaire, mes chers Watson. La prochaine énigme qu'il me faudra résoudre, c'est d'imaginer un moyen de lui tordre sa clé. Comme ça, il ne pourra plus se camoufler et la police cellulaire l'arrêtera. Alors, mon enquête vous a-t-elle turlupiné ? Ramena, Koribashi Dirama, je viens de vous saluer en bozo, une langue du Mali. Si les sonorités de cette langue vous ont plu, j'espère que vous en avez profité, car cette langue est en train de mourir. Elle ne meurt pas toute seule de vieillesse, elle meurt car elle est en train d'être mangée. Et oui,
les langues se mangent entre elles. On parle de glottophagie. Glotto, les langues, phagie, manger. La langue dominante mange la langue dominée, la langue écrite mange la langue orale, la langue utilisée officiellement à l'école mange celle qui ne l'est pas. Parfois, quand je parle de glottophagie, les gens sourient. Ils pensent que mes problèmes de langue, c'est du blabla, que la vie serait plus facile si l'humanité partageait une langue commune, le mythe de Babel. Mais quand on interdit une langue, c'est un individu qu'on humilie et qu'on prive d'une de ses libertés les plus fondamentales, la liberté de pouvoir jouir de ses droits sans aucune distinction de langue, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Et quand on prive un enfant de sa langue maternelle à l'école, c'est l'égalité des chances qui est remise en cause, car les scientifiques sont unanimes sur le fait qu'un enfant ne peut pas apprendre s'il ne comprend pas la langue dans laquelle on enseigne. Cette question-là du droit à sa langue à l'école constitue le cœur de mes recherches. Je mène mon travail au Mali et au Sénégal, deux pays multilingues, où la langue française est l'unique langue officielle, certes, mais où la très grande majorité de la population ne parle pas français. Mon objectif, comprendre comment fonctionne l'école primaire publique dans ces deux pays. Les enfants sont-ils scolarisés en français, même s'ils ne parlent pas cette langue? Ou l'école y est-elle bilingue, dans les langues maternelles, africaines des enfants, et en français, facilitant ainsi leurs apprentissages et leur épanouissement identitaire? Pour répondre à la question, j'ai d'abord analysé les politiques linguistiques et éducatives du Mali et du Sénégal, puis j'ai vérifié leur application dans les salles de classe, à Dakar et à Bamako, en observant et en filmant des séances de cours et en interviewant plus d'une centaine de décideurs, d'enseignants et de parents d'élèves. Bilan, malgré des politiques en faveur de l'utilisation des langues africaines en classe, la très grande majorité des enseignants continuent de dispenser un enseignement en français, faute de formation et d'outils méthodologiques bilingues, congrès et efficaces. Mon objectif cette année est donc de produire de tels outils en partenariat avec des collègues maliens, sénégalais et français. Nous espérons ainsi ensemble améliorer la qualité de l'école, renforcer l'égalité des chances, mais aussi sauvegarder, préserver des langues en danger, minorisées, des langues autrement dit en train d'être mangées. Aoniche, merci. Oh, mais quelle plaie! Son Stix avait peut-être raison, finalement. Oui, pardon, vous n'êtes pas au courant, vous. Mais un jour, il m'avait dit « Écoute, jeune druide, travailler sur les plaies étendues, profondes ou chroniques, ça va être compliqué. On ne les appelle pas plaies complexes pour rien. Et puis, des remèdes existent déjà, tu perds ton temps. Tu veux juste épater la galerie au concours Mon remède en 180 secondes. » Mais pas du tout. Laissez-moi à peu près 155 secondes et je vais tout vous raconter depuis le début. Vous vous rappelez de Panoramix? Eh bien, ce grand druide, qui n'est plus à présenter, était autrefois doctorant comme moi. Lui, il a travaillé sur la recette d'une potion magique qui décuple la force des Gaulois pour lutter contre les Romains. Vous vous souvenez? Eh bien, mon travail est un peu similaire, sauf que mes Romains à moi sont des bactéries. Des bactéries qui essaient d'envahir le village, plaie ouverte, qui fait Malix. Ce village est peuplé d'irréductibles entités biologiques qui résistent encore et toujours à ces envahisseurs. Mais voilà, parfois ces entités sont fatiguées, débordées, et tout comme les Gaulois, elles ont besoin d'un peu de potions magiques, ou d'antibiotiques. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent actuellement nos druides guérisseurs. Mais les bactéries sont rusées. Elles élaborent constamment des nouvelles stratégies d'attaque pour pouvoir pénétrer dans la plaie sans être inquiétées par les antibiotiques. C'est la résistance bactérienne. Nos druides guérisseurs nous avaient pourtant prévenus. Les antibiotiques, c'est pas automatique, parlez-en à votre druide. Vous aussi, vous en pouviez plus de ce slogan, pas vrai? Eh bien pourtant, qu'est-ce qu'il était utile? Car on fait comment, nous, maintenant, sans antibiotiques? Comment feraient les Gaulois pour lutter contre les attaques des Romains si la potion magique de Panoramix ne fonctionnait plus? Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Si nous ne trouvons pas d'alternative aux antibiotiques, dans 30 ans, les bactéries pourraient gagner le combat et les maladies infectieuses redeviendraient la première cause de mortalité. J'ai bien fait de sortir de ma hutte, non? Et devinez où je vais trouver la réponse à ce problème? À l'intérieur de votre corps. Je synthétise au laboratoire des molécules qui existent déjà dans votre organisme pour lutter contre les bactéries et cicatriser les plaies. On les nomme peptides. Mais je ne m'arrête pas là.
Non, car depuis le début de ma thèse, je travaille avec une idée fixe. Créer un pansement intelligent pour pouvoir libérer directement sur la plaie le bon médicament au bon moment. Pour cela, je m'aide d'un biomatériau qui compose majoritairement vos os, l'hydroxyapatite. Ce biomatériau me sert en fait de transporteur car j'y accroche tout autour différents peptides, antibactériens, procicatrisants, l'ensemble formant ce que l'on appelle des particules hybrides. Une fois la magie opérée, ces particules hybrides vont être catapultées directement sur la plaie, lui laissant ainsi l'embarras du choix. Magique, non? Alors oui, Pronostics avait raison sur un point, c'est la galère. Mais mon remède, c'est un peu l'assurance Tourix d'avoir une belle cicatrice. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît. Sur la plage abandonnée, crème solaire et filtre UV polluent nos côtes tout l'été et reviendront chaque année. On pense à sa peau pour ne pas être brûlé, mais c'est tout de même triste quand on pense aux organismes marins. Ils se retrouvent à la merci de ces molécules envahissantes et bloquant les UV. Elles induisent le blanchiment des coraux et perturbent le développement des oursins et des poissons. Pourtant, il faut bien se protéger des UV. Venez, je vous embarque sur mon bateau, nous allons à la rencontre de Lily, la crevette analyste, qui va vous expliquer quels sont ces filtres UV à ne pas utiliser. La voici. Bonjour Lily. Lily habite sur un récif corallien. Contrairement à nous, Hawaï et d'autres îles du Pacifique ont bien compris les risques que posent les filtres UV pour leurs récifs. Ces États ont d'ailleurs banni dès 2018 de l'usage l'oxybenzone et l'octinoxate. L'octocrylène, un autre filtre UV largement utilisé, est moins controversé, mais il n'est pas non plus recommandable, nous dit notre ami. À vrai dire, on profite mieux de la mer lorsqu'elle est pleine de vie. Or, les activités balnéaires nuisent à cette vie. Mais alors, peut-on protéger sa peau des UV sans endommager la vie marine? Croyez que la recherche va bon train pour trouver un allié qui nous protégera des UV et sera sans risque pour nos amis aquatiques. Je travaille comme Lily à déceler ces filtres UV. Dans la mer, on les retrouve en faible quantité, équivalente à une pincée de sel dans une piscine olympique. On est loin de le sentir si on voit la tasse. Mais de si faibles quantités ne sont pas négligeables. Les filtres UV côtoient à chaque instant les organismes marins et bien qu'en quantité dérisoire, leurs effets sont dévastateurs. Lily voit ainsi tous les jours un peu plus son beau récif dépérir. Est-ce possible de détecter de si infimes quantités? Oui, avec les bons outils. Je travaille sur une nouvelle technique appelée la spectro-électrochimie. C'est une fusion entre deux méthodes. D'une part, la spectroscopie, qui lie la matière et la lumière. Le rôle des filtres UV est d'arrêter la lumière avant qu'elle n'abîme votre peau. Chacun d'eux possède un spectre d'absorption unique qui permet de le reconnaître n'importe où. D'autre part, l'électrochimie, qui lie la matière et l'électricité. Quand on applique un courant électrique sur une molécule, on modifie sa structure. Or, l'absorption des UV dépend de cette structure. Et si elle est modifiée, le spectre est transformé. On peut ainsi détecter nos molécules, bien qu'elles soient en quantité minuscule, et ainsi déterminer quelles sont les zones polluées et quel est le niveau de leur pollution. Ah, Lily doit nous laisser car elle a beaucoup d'analyses à mener. Au revoir Lily. Quant à nous, au premier jour d'été, nous penserons à elle et à ses amis avant de nous tartiner de crème, en la choisissant mieux ou en optant pour un t-shirt. Ainsi, grâce à vous et à nous autres scientifiques invétérés et à nos conseils, la plage n'est plus abandonnée, la plage est bien étudiée et la plage est bien protégée. « 250 kilos, c'est, en moyenne, la quantité de déchets que chaque personne dans cette salle génère en un an. Et si je vous disais que nous pouvions les utiliser pour alimenter nos voitures? En effet, une partie de ces déchets peut servir de nourriture pour des milliards de petites bestioles, les bactéries. Elles ne sont pas bien difficiles. Elles dégradent n'importe quelle matière organique en plus petites molécules et en gaz. Certaines d'entre elles produisent de l'hydrogène, un gaz pouvant servir de carburant propre pour nos véhicules. Ce procédé traite donc nos déchets et les valorise en énergie. C'est ce qu'on appelle la fermentation sombre. Malheureusement, les bactéries produisent également des déchets. En fait, 70% de la matière organique initiale se retrouve en fin de fermentation sous forme d'un mélange complexe de petites molécules, les métabolites fermentaires.
La question est alors, comment les valoriser? Voilà le sujet de ma thèse, utiliser ces déchets bactériens comme source de nourriture pour la croissance de microalgues. Seulement voilà, les microalgues sont difficiles. Elles ont leurs petites préférences. Imaginez des enfants à qui on sert une assiette de frites accompagnée de choux de Bruxelles. La plupart d'entre eux vont manger les frites en premier, très rapidement, et ensuite 1 voire 2 choux. Pire encore, dans certains cas, ils laisseront carrément de côté toute l'assiette. Les microalgues sont pareilles, elles raffolent de certains métabolites fermentaires, comme l'acétate, et ne peuvent pas en consommer certains autres, comme le butyrate. Pour leur faire avaler ce qu'elles n'aiment pas, j'ai testé 3 stratégies. Première stratégie, changer de menu, ne donner que des frites. C'est en théorie faisable, en pratique peu envisageable. Je suis obligé de composer avec ce que me fournissent les bactéries. Deuxième stratégie, changer de recette. L'idée, c'est de masquer les choux de Bruxelles, sous une montagne de fromage par exemple. Je cultive donc mes algues en présence des métabolites, je change quelques paramètres opératoires, j'ajoute un peu de lumière et j'observe comment mes algues croissent. Résultat, cela fonctionne plutôt bien. Les algues consomment ce qu'on leur donne, mais encore trop lentement. Dernière stratégie, changer d'enfant, de microalgues. Car oui, il y a bien des gens, assez bizarres selon moi, qui adorent les choux de Bruxelles. J'ai donc cherché ces microalgues un peu bizarres, capables de consommer l'intégralité des métabolites fermentaires. Et bingo, nous en avons trouvé une capable de manger le butyrate aussi rapidement que l'acétate. Mais au fait, pourquoi cultiver des microalgues? Eh bien, leur avantage, c'est qu'elles ne font quasiment pas de déchets finaux. À la place, elles font des stocks. Elles transforment une partie de ce qu'elles consomment en lipides, en gras quoi, que l'on peut par la suite transformer en biocarburant.